Bonjour, bienvenue dans la chaîne Tuto Cuisine. Aujourd'hui nous allons faire un gâteau aux pommes. Pour cela il te faut une pomme, un couteau et une planche pour éviter de rayer la table. Avec cette belle pomme, très verte, et ce couteau, vérifie qu'il soit très bien coupant, il faut prendre la pomme, découper, voilà, et ensuite faire des petits morceaux. Coupe la caméra. Mais pourquoi il faut des couteaux aussi coupants que ça? Je vais t'expliquer ce qu'il se passe dans ton corps. Mais apporte-moi la bétaline et un pansement plutôt. Mais dis voir Guillaume, que se passe-t-il dans le corps quand une hémorragie, c'est-à-dire un saignement, apparaît? Pas de panique, le corps sait comment réagir, il suffit de garder son sang-froid. Guillaume, tu sors! Hey! Le phénomène qui nous préserve des hémorragies infinies s'appelle la coagulation. Mais avant d'en parler, revoyons brièvement ce qu'est le sang. Le sang est un liquide biologique qui nous est vital. Il est composé à 45% de cellules et 55% de plasma. Le plasma est lui-même constitué à 90% d'eau et 10% de protéines, vitamines, sels, minéraux, etc., etc. Parmi les cellules, il y a trois types, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Nous sommes aujourd'hui au laboratoire de l'hôpital cantonal de Fribourg et nous allons plus exactement visiter la salle de centrifugation. Viens, voyons ça plus en détail. Nous voici dans la salle de centrifugation avec Madame Agnès et nous allons séparer les composantes du sang avec cette machine qui s'appelle la centrifugeuse. Donc voici le tube. Nous mettons dans la machine. Voilà. Et pendant combien de temps va-t-on laisser ce tube à l'intérieur de la machine? Environ 10 minutes. D'accord, donc voilà. Pendant environ 10 minutes, le tube restera dans la machine et on verra le résultat dans un instant. Ici, nous voyons clairement que le tube est divisé en deux, voire trois parties. Nous avons donc au fond les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. Au milieu, nous avons du gel qui sert à séparer. Et tout en haut se trouve le plasma qui est composé, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, de vitamines, d'hormones, de sels et surtout de protéines. C'est justement grâce à ces protéines que se réalise la fameuse coagulation. Ensuite, nous pouvons même extraire le plasma pour en faire des dons, ou bien aussi les plaquettes. Mais d'y voir Guillaume, maintenant que nous connaissons mieux le sang, peux-tu enfin nous expliquer ce qu'est la coagulation sanguine? Bien sûr, pour comprendre ce que signifie la coagulation dans notre corps, voyons les choses globalement. Toute la procédure qui sert à maintenir le sang dans les vaisseaux sanguins s'appelle l'hémostase. L'hémostase est elle-même composée de trois étapes. L'hémostase primaire, l'hémostase secondaire, appelée aussi la coagulation, et la fibrinolyse. Donc, la coagulation est juste une étape de l'hémostase. Prenons l'exemple de notre personnage un peu maladroit qui s'est coupé le doigt en essayant de couper ses pommes. Eh bien, quand une brèche apparaît, le vaisseau sanguin se contracte pour ralentir l'écoulement du sang et les plaquettes qui se trouvent dans le plasma vont tout de suite s'accumuler pour former un clou plaquettaire, c'est-à-dire un amas de plaquettes afin de boucher le trou. On appelle cette étape l'hémostase primaire. Cependant, cet agrégat plaquettaire est assez fragile. Il est solidifié par un réseau de fibrine, une protéine filamenteuse du sang. Mais pour la création de la fibrine, c'est toute une cascade qui est mise en action. 13 facteurs qui sont des protéines vont s'activer tour à tour et le fibrinogène sera finalement transformé en fibrine. Après cela, la fibrine va se mélanger au clou plaquettaire afin de former un thrombus. Il faut savoir qu'il y a deux voies de coagulation, la voie intrinsèque et la voie extrinsèque. La voie intrinsèque commence par l'activation du facteur 12, celui de Hagemann. Ce facteur active à son tour le facteur 11, celui de Rosenthal, qui active le facteur 9. Ce dernier va activer le facteur 10 à l'aide du cofacteur 8, qui aide le facteur 9. Finalement, le facteur 10, à l'aide du facteur 5, fait transformer la prothrombine en thrombine, qui active le fibrinogène soluble en fibrine insoluble.
La voie extrinsèque est tout simplement l'activation du facteur 10 par le facteur 7. Le facteur tissulaire se lie au facteur 7. La suite est identique à la voie intrinsèque. Nous voici à l'hôpital cantonal de Neuchâtel, pour Thalès. Nous avons rendez-vous avec la doctoresse Kouroupi qui éclaircira notre lanterne. Allez, viens, suis-moi. Alors, quelles sont les conditions requises à l'activation de la coagulation par voie extrinsèque? L'extrinsèque est toujours suite d'une lésion tissulaire. Il est à noter qu'un autre élément est très important de ce processus, la vitamine K, qui, d'ailleurs, porte son nom de son rôle, coagulation. Certains des précédents facteurs en sont dépendants. Ce caillot de sang, entouré par son réseau de fibrine, est bien joli, mais il faut le détruire, histoire qu'il ne remonte pas et crée des problèmes. C'est pourquoi il existe la troisième étape de l'hémostase qui s'appelle la fibrinolyse. Cette dernière sert à dissoudre le caillot. La protéine qui s'occupe de cette destruction s'appelle la plasmine. Quelles sont les principales maladies liées à un problème de coagulation? Oui, c'est la perturbation de l'hémostase, que ça pourrait être soit vers un risque thrombotique ou un risque de saignement. Donc, une maladie très connue, c'est l'hémophilie A et B. Il y a un déficit de facteurs de la coagulation 8 et 9. La maladie de Willebrand aussi, il y a un déficit d'un facteur qui peut également provoquer de signes de saignement, mais ils sont beaucoup plus légers que celui de l'hémophilie. Des troubles, un déficit de facteurs de risque héréditaire. Donc, ça pourrait être n'importe quel facteur, qu'il ait un manque complet ou un déficit. Et bien sûr, c'est aussi le trouble suite d'un dysfonctionnement plaquettaire, héréditaire également. On remarque que le corps a mis en place un système très efficace contre les hémorragies, c'est-à-dire les saignements. Mais il se peut que ce système soit défaillant chez certaines personnes, notamment les hémophiles. L'hémophilie est une maladie génétique rare. Les personnes hémophiles ont un problème pendant le processus de la coagulation. Ce problème est le manque d'un facteur. Donc, les hémophiles doivent éviter les sports tels que la boxe ou le foot, car il y a un risque de se blesser. On leur conseille plutôt des sports moins dangereux comme la natation ou le tennis. Imaginons que chacun des dominos représente un facteur de coagulation. En effet, chez une personne en bonne santé, tous les facteurs s'activent les uns après les autres, donc l'hémorragie est arrêtée. Tandis que chez les hémophiles, il manque un facteur. Chez les hémophiles de type A, il manque le facteur 8. Dans le cas d'un hémophile de type B, il manque le facteur 9. Ici, nous prendrons le cas d'un hémophile de type B. Donc, la coagulation ne s'achève pas et l'hémorragie ne peut pas être arrêtée. Heureusement, de nos jours, il existe des traitements pour ces personnes, notamment avec des procoagulants. L'hémophilie est connue depuis des millénaires. D'ailleurs, les Hébreux ne pratiquaient pas la circoncision chez un enfant dont la mère était issue d'une famille qui a perdu un enfant à cause d'une hémorragie lors d'une circoncision. L'hémophilie fut aussi appelée maladie royale à cause de la reine Victoria du Royaume-Uni qui a transmis cette maladie aux familles royales de Russie, d'Espagne et d'Allemagne. Il faut savoir qu'il y a toujours un équilibre constant dans la nature et aussi dans le corps. Voici un exemple typique de cet équilibre. Il existe dans le corps certains facteurs dits anticoagulants qui inhibent certains facteurs de la coagulation. Par exemple, les antithrombines servent à stopper la thrombine et le facteur 10 activé. La protéine C, quant à elle, inhibe les cofacteurs 5 et 8 à l'aide de son cofacteur, la protéine S. Un cofacteur est, je le rappelle, un facteur qui aide un autre. L'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, le TFPI, est une protéine qui inhibe le complexe facteur tissulaire facteur 7. L'inhibiteur dépendant de la protéine Z inhibe le facteur 11.
Il inhibe également le facteur 10 à l'aide de son cofacteur, la protéine Z. Heureusement des personnes qui coagulent beaucoup et dont le corps n'est pas capable d'inhiber ces facteurs. Il faut alors stopper cette coagulation excessive, car si le caillot de sang reste trop longtemps et devient trop gros, cela peut causer la mort. Le thrombus peut aussi se détacher et remonter jusqu'aux artères pulmonaires et les boucher. C'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. C'est pourquoi les anticoagulants existent. Les raisons pour lesquelles une personne doit prendre des anticoagulants sont plutôt diverses. Une personne ayant subi une importante opération de chirurgie orthopédique devra certainement prendre des anticoagulants oraux directs et une personne souffrant d'une cardiopathie emboligène, qui est une maladie provoquant une arythmie cardiaque, devra prendre des antivitamines K. Il peut aussi s'agir d'une défaillance dans les inhibiteurs naturels. Est-ce possible de retirer un thrombus par une intervention chirurgicale ? Oui, c'est possible. On le fait aussi très rarement parce qu'il y a des complications, une thrombectomie. En général, on le fait aussi suite d'une thrombose veineuse profonde aiguë. Quand il y a une contre-indication, par exemple, vous utilisez les anticoagulants ou le thrombolytique, ou quand il faut prévenir une complication comme par exemple l'embolie pulmonaire. La septicémie hémorragique est une maladie intestinale hémorragique. En 1920, le bétail fut touché par une mystérieuse épidémie en Amérique du Nord. En 1939, Carl Paul Link découvrit que cela venait d'un foin qui était moisi et qui transformait une molécule qui s'appelle la coumarine en une autre qui s'appelle la dicoumarol, qui était une molécule anticoagulante. Un an plus tard, il synthétisa cette molécule. À la même époque, on synthétise aussi la vitamine K en Suède et on remarque qu'une carence de cette vitamine provoque des hémorragies intestinales chez les poules. Comme vous pouvez le constater sur le marché, il existe plusieurs marques d'anticoagulants. Cette multitude de marques vient des différentes manières d'inhiber la coagulation. Il existe donc plusieurs types d'anticoagulants. Prenons-les cas par cas. Tout d'abord, les antivitamines K. Vous souvenez-vous que certains facteurs de la coagulation sont dépendants de la vitamine K ? Eh bien, en présence de cette molécule, ils sont inhibés. Par conséquent, c'est un inhibiteur indirect des facteurs de coagulation. Ensuite, les héparines. Mais qu'est-ce qu'une héparine, me direz-vous, car son nom ne l'indique pas ? Eh bien, sans entrer dans les détails, c'est une molécule aux capacités anticoagulantes extrêmes. Son effet est de démultiplier l'effet de l'antithrombine qui inhibe les facteurs 2 et 10. Donc, il y a de nouveau une inhibition indirecte des facteurs de coagulation. Il reste les anticoagulants oraux directs. Ces derniers inhibent directement un facteur spécifique, généralement le 10 et le 2. Comme nous l'avons vu avec l'hémophilie, une carence en coagulation est dangereuse pour la santé. Donc, en suivant le même raisonnement, consommer des anticoagulants est aussi dangereux pour la santé. Du coup, il nous faut voir les risques qu'ils impliquent. Une preuve de leur dangerosité se démontre avec le suivi obligatoire par un médecin en cas de prise d'antivitamine K ou d'héparine. Une autre preuve de leur dangerosité se démontre avec le xymelagatran, un ancien anticoagulant oral direct. Ce dernier a été retiré du marché en 2006 à cause des trop gros dégâts qu'il provoquait au foie. Pourquoi le xymelagatran a été retiré du marché alors que d'autres anticoagulants ont les mêmes effets indésirables ? Bon, là, il s'agit d'un produit qui est un inhibiteur de la thrombine. Dans une étude uniquement pour les patients subis une opération orthopédique, remplacement de la hanche ou de genou, uniquement pendant 11 jours. Ça, c'était l'indication de ce médicament. Il était retiré parce qu'11 jours plus tard, il est survenu une hépatite virale aiguë. Donc, comme c'était une étude, c'est pour ça qu'il a été retiré. Ce suivi consiste en la mesure des temps de Quick, une suite de calculs beaucoup trop longue à expliquer qui sert à définir quelle quantité d'édits médicaments il faut prendre. Selon une étude de 2014 de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, abrégé ANSM, voici une liste des risques non hémorragiques lors de la consommation de certains anticoagulants. Nausées, diarrhée, ulcère de l'œsophage, c'est-à-dire une destruction des tissus, problèmes au niveau des reins, du foie et des intestins, éruption cutanée, nécrose cutanée, réactions allergiques. Et le plus ironique pour la fin,
des thromboses. Quels sont les risques les plus importants mis à part les hémorragies? Donc, à part des hémorragies qui sont très sévères et parfois graves, donc des hémorragies cérébrales, l'épistaxis ou le saignement au niveau de nez, dans la bouche, on peut avoir toutes les sortes de saignements, sévères ou moins sévères. Les autres effets secondaires sont les interactions immunoallergiques qu'on peut avoir, une toxicité rénale ou hépatique, et même encore on peut avoir une insuffisance médulaire, très rarement également. Le plus souvent c'est des rages cutanées, des réactions immunoallergiques et l'insuffisance rénale. Cette liste non exhaustive est bien jolie, mais plutôt vague. Donc, soyons un peu plus explicites. La totalité de ces risques ne sont pas forcément létales, sauf les thromboses s'ils sont traités à temps. Donc, cela reste des risques relativement mineurs face au risque de leur non-consommation. Le plus gros morceau pour les risques est forcément les hémorragies. Puisque le sang coagule moins, il faut plus de temps aux hémorragies pour se refermer, donc elles prennent plus d'ampleur. Les hémorragies externes sont simples à détecter, donc plus de peur que de mal. Les hémorragies internes, par contre, sont une autre paire de manches. Donc, nous avons vu le fonctionnement de la coagulation sanguine et la principale maladie liée à cela. Ensuite, nous avons vu les médicaments, leurs actions, la raison de leur consommation et surtout le risque. Que pouvons-nous tirer de tout cela? Eh bien, suivre un traitement anticoagulant est risqué, mais cela nous protège d'un thrombus qui est bien plus dangereux et plus probable. C'est comme devoir choisir entre une grippe et la peste noire. Et justement, là, le reportage prend tout son sens. La peste noire était propagée par les rats. Et qu'est-ce que les antivitamines K? De la mort aux rats!